terre à terre, comme vous savez le faire, pour les en bas d'en bas? Je crois que pour le Camerounais moyen, les choses sont accessibles. Déjà, je vous dis merci pour cette invitation. Nous autres, nous sommes tout simplement des survivants de la crise post-électorale, dans la mesure où nous n'avons été ni tués, ni arrêtés. Et on ne peut que remercier le Seigneur. Vous pouvez donc comprendre cette démocratie à la camerounaise où il faut toujours compter sur les ancêtres et le Seigneur. Alors, Monsieur Duval-Fangwa, je crois que nous sommes en train de vivre là l'état second d'un pays totalement en transe, avec une gouvernance qui offre à la communauté nationale et internationale le ridicule à l'état brut, ou tout simplement l'amateurisme à l'état brut. Vous avez fait l'historique de ces différents faits qui font sourire et qui sont également alarmants, parce qu'on se rend à l'évidence que le sommet de l'État du Cameroun évolue tout simplement comme une cour de récréation, ce qui est d'ailleurs normal lorsque vous avez à la tête de l'État un homme affaibli, un homme de 93 ans, qui est de plus en plus absent. Il est normal qu'on se retrouve avec des situations de réappropriation clanique ou sectariste du pouvoir de l'État. On va revenir sur un bon nombre d'éléments pour conforter notre hypothèse de cet État qui se met en spectacle dans le ridicule le plus profond. Premier élément, vous avez évoqué le contrat de la SGS, sa mise en œuvre ou son application, le début de son application. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être un grand économiste ou un grand politologue pour comprendre que nous sommes dans l'entourloupe. Imaginez, vous signez un contrat en 2015 et vous estimez que c'est à partir de 2022 que ce contrat prendra effet. Parce que si on s'en tient aux déclarations de ceux qui défendent la SGS, on nous fait savoir qu'en fait le contrat commence à être, la période de validité du contrat commence à être comptée à partir de 2022, d'où la date d'expiration qui est défendue aujourd'hui, celle de 2032. Donc entre 2015 et 2022, on aimerait bien savoir si la SGS n'était pas sous contrat avec l'État du Cameroun. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut nous expliquer du point de vue juridique sur quelle base la SGS fonctionnait du côté du port autonome de Douala? Et si entre-temps, la SGS a eu à percevoir des sous, on aimerait bien savoir quelle a été la destination de tout cet argent, sachant bel et bien que entre 2015 et 2022, la SGS n'était pas en contrat avec l'État du Cameroun, parce que le contrat commence à être appliqué à partir de 2022, d'où la date d'expiration de 2032. Une autre curiosité, c'est le fait qu'aujourd'hui, on assiste à une certaine guerre des clans de manière décomplexée, où les apparatchiks du système n'ont plus honte, n'ont plus froid aux yeux de montrer que nous sommes dans ce que l'aîné Jean-Robert Wafo a toujours qualifié de grand soir. Nous sommes dans des hautes instructions et des contre-hautes instructions. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'aujourd'hui, même le Premier ministre, chef du gouvernement, n'accorde plus une once d'attention aux hautes instructions, ce qui questionne à nouveau la paternité présidentielle ou l'authenticité de la paternité présidentielle des hautes instructions. Comment se fait-il qu'à moins de quelques jours après les hautes instructions répercutées par un élément, un acteur dont la présence dans l'ordonnancement des hautes instructions semble poser problème? Le chef d'état-major particulier, j'aimerais bien savoir quelles sont les bases légales ou juridiques de son intervention dans la chaîne de répercussion des hautes instructions. Mais passons, comment se fait-il qu'après ces hautes instructions répercutées, hautes instructions du chef de l'État, le Premier ministre vient à dire le contraire
en estimant que c'est la SGS qui doit rester en place. Cela trahit seulement un manque de coordination gouvernementale, et c'est également normal dans la mesure où ça fait plusieurs années que le président de la République n'a plus présidé un conseil ministériel, parce que si ces cadres de concertation et de médiation étaient organisés de manière permanente, je crois qu'on aurait géré ce problème en interne, même s'il s'agissait des questions de guerre des clans, on aurait quand même épargné l'opinion nationale et internationale de ces ridicules que nous offrent aujourd'hui les créatures de M. Paul Biya. Alors, une fois de plus, on va poser la question de savoir que vaut encore les hautes instructions dans ce pays. Est-ce que ceux qui se disent porteurs de ces hautes instructions ne peuvent pas prendre acte du désaveu permanent de ces décisions et changer peut-être de cap, changer de manœuvre? Un autre élément qui nous semble aussi curieux, c'est le fait que la SGS fonctionne ou alors s'occupe d'un secteur ou d'un pan de l'État qui me semble très névralgique: contrôler ce qui entre dans notre port. Je ne vais pas prendre la défense d'un camp, d'ailleurs, que nous n'avons aucune proximité, mais je crois quand même que M. Cyrus Ngor, d'une manière ou d'une autre, s'inscrit dans une logique de souveraineté ou de souverainisme. Vous vous souvenez de l'affaire Bolloré, comment cela avait été managé, ce qui a quand même permis au Cameroun de reprendre d'une manière ou d'une autre la main sur son transport maritime, sur les entrées par voie maritime. Et aujourd'hui, on se rend à l'évidence que d'un côté, nous avons une société qui est totalement étrangère, et de l'autre côté, une société, celle qui opère déjà du côté du port de Kribi, transatlantique, qui semble être prochain, parce que je mets les guillemets, parce qu'au Cameroun, vous pouvez voir quelque chose de couleur noire, mais après on vous fait savoir que c'était plutôt un truc rouge. Mais toujours est-il que transatlantique semble être proche quand même du Cameroun. Bon, c'est une entreprise locale. Est-ce qu'on n'est pas dans la suite de cette nationalisation de tout ce qui a créé au transport maritime au Cameroun? Et je crois que si c'est le cas, c'est à saluer, dans la mesure où on ne peut pas blaguer avec le transport en général, surtout quand ça vient de l'étranger. Imaginez un seul instant que les étrangers soient de mauvaise foi et laissent passer des choses pas du tout agréables du côté du port, par exemple le matériel à risque pour notre pays, ou servir ou prendre notre pays comme une terre de transit pour alimenter des choses à risque dans les pays transfrontaliers. Donc je crois que si on reste dans la logique du souverainisme, on peut quand même dire que, en tout cas, on peut accorder une présomption de bonne foi et féliciter l'acte qui est posé aujourd'hui par M. Cyrus Ngor. Maintenant, comme je l'ai relevé tout à l'heure, il faut faire preuve de prudence. Qui est derrière la SGS? Qui est derrière la société transatlantique? Si on essaye de voir la chose de près, connaissant nos gars de Yaoundé, on va vous raconter beaucoup de choses au sujet des intérêts ou des conflits d'intérêts qui régneraient dans cet imbroglio. Il y a également le fait que M. Duval Fangwa, on note l'absence, le préjudice de l'absence du chef de l'État, parce qu'en fait c'est lui qui est l'auteur de toute cette cacophonie. C'est M. Paul Biya qui est l'auteur de toute cette cacophonie. Est-ce que dans un pays normal, on devrait se retrouver avec autant de décisions et de contre-décisions? Est-ce qu'on devrait se retrouver avec des spectacles pas du tout honorants entre membres du gouvernement? Et Dieu seul sait ce que l'autre clan ou l'autre camp nous réserve dans les prochains jours, étant donné que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre, chef du gouvernement, intervient, lui qui a souvent été, comme je l'ai dit en semaine, dans une de mes chroniques, il a toujours été ce H de haricot, ou ce A du mois d'août,
ou tout simplement Hercule le Terrien qui observe impuissamment le combat entre Sangoku et Vegeta. Ce Premier ministre qui se relève aujourd'hui, qui a souvent mis sa bouche dans des choses un peu complexes, a souvent été finalement désavoué. On se rappelle de son intervention dans l'affaire Fecafoot, où il avait estimé que le camp Fecafoot devait observer les décisions du MINSEP, mais finalement on s'est retrouvé avec une autre situation. Donc je crois, pour ce premier jet, M. Duval Fangwa, que nous sommes dans une situation qui a des implications financières. On parle pratiquement d'une perte de 1,5 milliard par jour, liée à cette situation de stationnement du côté du port. On est dans une situation qui a des implications politiques avec la question de la souveraineté et la question de la gouvernance à la tête même de l'État. On a également affaire à une situation sécuritaire dans la mesure où on peut se dire que les uns et les autres, dans le cadre toujours du grand soir, seraient en train de lorgner d'une manière ou d'une autre le port, étant donné que dans les luttes un peu plus compliquées, les choses peuvent passer par là. Donc, il est de bon ton que certains clans ou certains éléments des clans puissent penser à cette option.